Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, prochain épisode de cette saga de l'été 2025, dans laquelle je vous partage tout un tas d'astuces, de niveaux de compréhension concernant ce que vous pouvez vivre et ressentir au quotidien. L'entrepreneur face à ses émotions, c'était le thème des 3 derniers épisodes et bien évidemment que j'ai évoqué avec vous ici les émotions les plus inconfortables, les plus désagréables. Rappelons-nous qu'une émotion n'est ni positive ou négative, puisque ça viendrait à dire qu'il y a un jugement moral à donner à ça. Pas du tout. Les émotions sont des signaux de votre corps qui essayent de vous parler, qui vous mettent sur la voie de ce qui est juste pour vous à l'instant T dans votre évolution, dans votre chemin de vie en fait finalement. Et on cherche ici à comprendre ces signaux pour savoir quoi en faire, surtout à un niveau entrepreneurial. Alors comme je vous l'ai expliqué dans les précédents épisodes, si vous ne les avez pas écoutés, ce que je constate c'est que actuellement 100% des entrepreneurs que je rencontre sont de parfaits experts finalement de leur domaine de compétences et d'un point de vue surtout technique. Ce que je vous dévoile dans cette saga de l'été, c'est que votre problématique ne se situe finalement jamais, fondamentalement au niveau technique, mais plutôt sur la manière dont vous appréhendez les situations, ce qu'elles vous donnent à vivre. Et donc la façon dont vous les interprétez sur un plan émotionnel. Et c'est pour ça que je vous ai construit les 3 derniers épisodes qui traitent un à un comment un entrepreneur fait face à ses peurs, ses colères ou son propre niveau de tristesse, comment on vit ça, comment on gère ça, comment on peut interpréter ça et pour passer au-delà et vivre de manière la plus épanouie qui soit, puisqu'effectivement, même si y a beaucoup de tumulte, de haut et de bas, d'ascenseurs émotionnels, de montagnes russes, vous l'appellerez comme vous voudrez, dans le monde de l'entrepreneuriat et de la direction, c'est pas pour autant qu'il faut être le cordonnier le plus mal chaussé. Donc votre manière de vivre au quotidien, vous le savez, influence vos actions et vos décisions, mais est-ce que vous comprenez vraiment comment ça fonctionne? C'est ce que je vais vous dévoiler dans cet épisode, puisque cet épisode va traiter à la fois des dernières recherches en neurosciences pour mieux comprendre comment l'être humain fonctionne et comment vous fonctionnez à l'heure actuelle, pourquoi est-ce que vous vivez les choses de cette manière-là. Donc dans cet épisode, littéralement sans tabou, on va revenir sur la manière dont l'être humain fait face à son mode de fonctionnement. Je vais retracer ici les enseignements des neurosciences modernes, comme je vous l'ai dit, et vous apporter un éclairage sur les compétences à développer pour poursuivre votre propre développement tout au long de votre parcours entrepreneurial. À la fin de cet épisode, je vous dévoilerai d'ailleurs ce que je propose une fois par an à mes clients. C'est un moment unique, je dirais presque magique et surtout gage de transformation pour eux comme pour leur entreprise. Sans plus attendre, j'aborde avec vous le premier point de ce podcast, de cet épisode de podcast concernant l'être humain qui se cache derrière tout à chacun. Et pour ça, je vais parler en fait de l'évolution des mentalités sur base d'un outil qui s'appelle l'index de computation pour mieux comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent dans notre tête, dans notre cœur, au niveau du bide, n'est-ce pas, dans notre corps. Ce qu'il faut comprendre à travers cet index de computation, c'est qu'il y a un lien direct entre vos pensées, qui est ce processus interne à l'intérieur de votre tête, vos émotions qui font état de ce processus interne, mais de cet état interne lié à des sensations, et de ce qui est plus extérieur, c'est-à-dire vos comportements externes forcément, ce qui se voit à travers votre langage. Et sous couvert de ces 3 éléments, il y a une connexion directe avec vos valeurs et vos croyances.
Alors vos valeurs, ce sont finalement ces guides, ces principes de vie qui composent votre identité, hein. C'est comme si c'était la colonne vertébrale de votre identité. Tous ces principes qui guident vos actions au quotidien, mais sous couvert de vos croyances. Vos croyances, c'est quoi? C'est tout ce que vous croyez vrai à propos d'une situation, et donc c'est votre vérité à vous. Ces croyances et ces valeurs-là viennent en fait interagir entre elles, et c'est de ça dont je voulais vous parler dans ce premier moment de podcast pour bien comprendre comment est-ce que l'être humain, cet entrepreneur que vous êtes dirigeant, fonctionne au quotidien. Il faut imaginer que quand on nous communique un message, en fait ce message, cette situation qui nous arrive, passe à travers nos filtres. Nos filtres de quoi? Eh bien, le filtre de votre éducation, le filtre des conditionnements qui ont fait que vous êtes finalement programmé à travers votre entourage, les autres, à travers votre propre vécu. Ce filtre qui est composé également de vos souvenirs, de votre expérience, de tout ce que vous avez pu vivre, de toutes les personnes que vous avez pu côtoyer, et qui font que vous vous êtes construit ces croyances. Tous les messages qui passent à travers vos filtres, imaginez-vous bien que chacun a son propre filtre, puisque sa propre éducation, dans un contexte bien précis, dans un milieu socio-professionnel bien particulier, et puis à travers ce vécu, cette expérience, à travers l'école ou tout un tas d'autres activités extrascolaires, qui vient justement influencer l'adulte que vous êtes. Déjà, c'est pas rien quand on se dit ça. Parce qu'on comprend déjà là que vous n'êtes pas cet adulte autonome, indépendant que vous pensez être, vous êtes déjà cette personne issue d'un certain conditionnement. Et puis pour pouvoir illustrer cette notion de pensée, de processus interne, je vais vous proposer un petit exercice. Si je vous dis le mot bateau, à quoi vous pensez ? Certains, quand je fais cet exercice-là, pensent à un catamaran. Certains pensent à un voilier, certains pensent à une barque de pêche, certains pensent à un bateau de croisière. Pourtant, on a utilisé exactement le même mot, bateau, qui est un mot simple de la langue française, mais on n'a déjà pas les mêmes représentations mentales. Vos pensées ne sont ni plus ni moins que des représentations mentales, encore une fois basées, et là vous l'aurez peut-être compris, sur un vécu. Si vous aviez l'habitude tous les dimanches après-midi d'aller pêcher avec votre grand-père, votre oncle, eh bien, vous aurez cette petite barque de pêche en tête. Si vous avez plutôt été élevé du côté de l'océan ou passé vos vacances du côté de l'océan, eh bien, vous verrez peut-être ces chars à voile sur la plage et puis ces voiliers au loin. Vous verrez peut-être ce padel ou peu importe que vous voyez. Et tout ça vient influencer votre représentation mentale. J'aurais pu faire le même exercice avec, par exemple, le mot vacances. Quand je dis le mot vacances, certains voient la montagne, d'autres la plage. Pourtant, j'ai utilisé le même mot. Cette représentation mentale, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'elle vient influencer et influer directement sur les émotions qui vont se jouer derrière. Et ça va passer à travers vos canaux de perception. Globalement, il faut en retenir 3, même s'il y en a 5 au total, il faut en retenir 3 ici. On passe par ce canal visuel, peut-être que sur votre écran mental, vous vous remémorez certains souvenirs qui vous reviennent en tête. Peut-être que vous entendrez le sable. Voilà, vous entendrez finalement ce qui frétille entre vos orteils, vous entendrez peut-être les mouettes, vous entendrez peut-être les oiseaux dans les arbres si vous êtes à la montagne, vous entendrez le bâton de randonnée qui s'accroche comme ça entre les cailloux, les chaussures qui font s'entrechoquer les cailloux sous vos pieds. Vous entendrez tout un tas de choses qui sont liées à vos propres souvenirs et perceptions. Ça, c'est pour, visuellement parlant, 40% de la population en moyenne qui fonctionne à travers cet écran mental en premier. 40% fonctionnent ensuite avec le côté auditif. Et puis 20% fonctionnent globalement, alors c'est des chiffres grossis, mais globalement par le kinesthésique. VAK, visuel, auditif ou kinesthésique. Le kinesthésique, c'est quoi ? C'est tout ce qui est de l'ordre du sensoriel. Peut-être que quand je vais vous dire le mot vacances, vous allez vous souvenir en fait de cette eau, cette citronnade que vous appréciez tant. Vous allez peut-être vous souvenir en fait de cette odeur d'oranger, qui est votre Madeleine de Proust depuis que vous êtes
tout gamin. Peut-être que vous allez ressentir aussi dans votre ventre cette sensation d'excitation quand vous voyez le toboggan ou finalement cette piscine ou ce skatepark qui était le vôtre, etc. Toutes ces activités-là. Eh bien, vous ne pouvez pas ne pas penser, mais je dirais que vous ne pouvez pas non plus ne pas ressentir quoi que ce soit. Certaines personnes ont cette faculté de ressentir très rapidement quelque chose en lien avec ce qu'on leur dit, par rapport à une vision qu'elles ont sur leur écran mental, la représentation qu'elles ont. Et d'autres ne sont pas du tout connectés à ça, mais sachez bien une chose, c'est que même si vous n'êtes pas connecté à ça, eh bien, votre corps fonctionne en autonomie. Et donc, moins vous êtes connecté à ça, plus vous êtes finalement en pilote automatique, sachant qu'on est drivé, les neurosciences le démontrent, à 99% par notre inconscient. Et que le 1% de conscience qui nous reste pour pouvoir vivre au quotidien passe à travers nos 5 sens. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas voir, entendre, ressentir quoi que ce soit, puisque votre corps fonctionne en pilote automatique avec tout ce système biochimique et hormonal sur lequel je reviendrai plus tard. Ce qui fait que, en fait, finalement, de vos pensées naissent des émotions. Et ces émotions, qui sont de l'ordre des sensations, que vous soyez connecté à elles ou pas, eh bien, elles s'accumulent au fur et à mesure de votre journée. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce que vous vous êtes couché hier soir ? Vous allez me dire, mais pourquoi elle me parle de mon sommeil ? Comment est-ce que vous vous êtes couché hier soir ? Est-ce que vous vous êtes couché serein ? Est-ce que vous vous êtes couché avec ce surmenage intellectuel, puisque vous veniez de traiter 3 minutes avant vos derniers emails ? Est-ce que vous vous êtes... voilà. Et tout ça vient, en fait, vient influencer votre sommeil et donc votre réveil. La qualité de votre sommeil, et ça on le démontre quotidiennement, toutes les personnes qui dorment moins de 6 heures par jour, alors au-delà des risques sur la santé avérés, notamment sur un plan cardiaque et neuronal, on a tous besoin d'un minimum de 7 heures par jour. Mais la qualité de sommeil, dans ces 7 heures par jour, par nuit du coup, vient influencer l'état intellectuel et émotionnel avec lequel vous allez vous réveiller le matin. Et quand on sait que on a entre 60 et 80 000 pensées par jour, que je vous dis que vous ne pouvez pas ne pas penser, bien évidemment, 60 à 80 000 pensées par jour, ce sont globalement des pensées en pilote automatique. Tiens, je me prendrais bien un verre d'eau. Tiens, voilà, je vais aller dans cette direction. Tiens, je vais lever la main pour faire signe à cette personne. C'est autant de pensées dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais qui sont bien là et qui font que votre cerveau fonctionne en ondes, d'ailleurs qu'on peut mesurer. Électroencéphalogramme, tout comme on peut mesurer votre état émotionnel avec un électrocardiogramme. Mais je dirais même que on peut mesurer ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre, qui est ce fameux siège des émotions, ce fameux deuxième cerveau, grâce à l'électrogastrogramme. Et donc, on sait aujourd'hui que notre ventre a cette intelligence autonome aussi puissante que celle d'un chien. Dites-vous bien que vous ne pouvez pas ne pas penser, mais vous ne pouvez pas non plus ne pas ressentir. Et tout ce qui se passe dans votre environnement influence votre biochimie à travers ce qui se passe dans votre ventre. Et ce qu'on est en train de découvrir actuellement depuis quelques années maintenant, je vous rappelle qu'au moment où je tourne cet épisode, on est en 2025, eh bien, on est en train de se rendre compte que ce qui se passe à l'intérieur de notre ventre vient directement de ce qu'on vit, des situations qui sont face à nous au quotidien. Et donc, on ne peut pas ne pas ressentir, ce qui fait que on collectionne comme des timbres. Imaginez que vous soyez philatéliste. Eh bien, imaginez-vous que votre collection de timbres dès le matin, elle n'est pas vide, en fonction de la façon dont vous vous êtes couché. Ce que vous avez même vécu ces dernières 48-72 heures. Quand vous vous êtes réveillé ce matin, vous êtes littéralement emprunt à 80% de ce qui se passe, de ce qui s'est passé pendant les dernières 72 heures. Et donc, ce qui fait que votre collection, pour pouvoir la remplir, il ne vous reste plus que 20% avec cette journée-ci. Ce qui veut bien dire que si vous vous réveillez le matin et que
vous avez oublié d'acheter le café la veille, si vous sortez et que vous vous rendez compte que votre montre était désactivée et que finalement vous êtes arrivé en retard au travail de 5-10 minutes parce que vous pensiez être à l'heure et en fait c'est pas le cas. En plus de ça, il y a eu ces bouchons, quelqu'un qui vous a fait ce tête à queue, que vous êtes arrivé au boulot et que vos collègues vous mettent des montagnes de dossiers dans les mains. Il est à peine 8h30, 9h du matin et vous êtes déjà à bout. Il est normal donc que, et il est normal et humain, de constater à quel point, pour les personnes qui ont des responsabilités, plus on a de responsabilités, plus on a un pouvoir de décision dans notre activité, plus cette charge mentale, qui n'est ni plus ni moins qu'une charge émotionnelle, vient influencer sur nos décisions, jusqu'à cette fameuse phrase du soir quand vous rentrez à la maison. Comment ça, t'as pas acheté de pain ? Décidément, je peux pas compter sur toi. C'est la seule chose que je t'ai demandé ce matin, et tu rentres à la maison et t'oses oublier. Voilà, on peut jamais être aussi bien servi que par soi-même, ça c'est ce que je retiens. Et là, on a envie de péter un plomb. Et c'est normal, finalement. Mais ça témoigne bien ici de ce défaut d'attention, ce défaut de conscience et de connaissance de soi, pour mieux appréhender, en fait, finalement, cette jauge, ce vase qui se remplit au quotidien et qui fait que on ne se rend pas compte qu'on est en train d'accumuler un trop-plein et qui nous fait déborder finalement. Et donc tout ça, ça vient expliquer nos comportements externes, du coup nos réactions. C'est là que vous comprenez en fait l'intrication entre les pensées, ce que je ressens, les émotions, et puis mes réactions. Donc les réactions, elles peuvent être quoi ? Verbales, des mots qui vont plus ou moins dépasser ma pensée. Ça peut être aussi du non-verbal, purement des gestes du corps, des haussements d'épaules, des sourcils qui se froncent ou qui se haussent, des mâchoires qui se serrent et tout un tas de signaux comme ça, mais ça peut être aussi paraverbal. J'ai récemment, cette semaine en tout cas, eu un appel d'une entreprise qui me dit « Ok, j'ai une problématique avec mon responsable d'équipe qui finalement adopte la bonne posture, les bons mots, mais pas sur le bon ton. » Ce qui veut dire qu'en fait, en termes de réaction, ça engendre que du mépris, en fait, quelque part. Puisqu'il n'a pas le bon ton, il s'oppose à la résistance de son équipe qui ne veut pas avancer avec lui, en tout cas pas dans ces conditions. Donc, à travers cet index de computation, qui est ni plus ni moins que l'intrication des pensées avec les émotions pour bien comprendre nos réactions à travers le langage et le comportement, tout ça sous-tend votre système de valeurs qu'il est absolument essentiel de pouvoir identifier. Pourquoi faire, vous allez me dire ? Pour pouvoir mieux communiquer sur ce que vous attendez des autres. Vos valeurs vous servent à mieux communiquer sur ce que vous attendez des autres, mais aussi les limites à ne pas franchir. De quoi vous avez besoin pour avoir un cadre de travail sécurisant, bienveillant, en tout cas qui se passe de manière fluide autour de vous. C'est vraiment l'enjeu autour de cet index de computation qu'il fallait quand même poser ici. Et puis alors, dans ce second temps de podcast que j'avais envie de reprendre avec vous, ce sur quoi j'avais envie de revenir, c'était sur en fait l'évolution des courants de pensée concernant ces émotions. Est-ce qu'on est au courant de la façon dont les entreprises ont fait évoluer leur modèle sous couvert de ces courants de pensée autour des émotions, l'intrication des émotions dans les comportements ? Alors il ne faut pas oublier, et pour ça je vous invite à revenir sur le tout premier épisode de ce podcast pour mieux comprendre le management en 2025, que tout ce que je vais vous dire est forcément teinté de France Télécom 2008. Voilà, je vous invite à réécouter cet épisode qui est fondamental pour moi, c'est pour ça que j'avais démarré par ça pour mieux comprendre. Quid des différents courants de pensée ? Il faut vraiment se remémorer que dans les années 50, 60, 70 même, on était plutôt dans l'ère des relations humaines. Le contexte, on était dans les toutes premières recherches en psychologie du travail, avec l'école des relations humaines notamment. Et puis, donc ça veut dire qu'on avait détecté cette importance des émotions dans les relations au travail. Et ça, c'était OK à ce moment-là. Sauf que, le focus était sur la satisfaction et la motivation des employés, pas sur les émotions en elles-mêmes. Ce qui veut dire que les émotions, la place qu'elles avaient à ce moment-là, certes, elles étaient reconnues, mais surtout en tant que facteurs qui influencent la productivité et la satisfaction au travail. Toujours sous couvert d'une forme de management en mode « il faut », « tu dois »,« je décide » et « tu appliques ». Ce qui, finalement,
peut avoir ses limites. Dans les années 80-90, les choses évoluent et on voit l'émergence des émotions, notamment à travers le filtre du leadership. Les théories du leadership émergent à ce moment-là et on est plutôt sur un leadership transformationnel, autour de l'intelligence émotionnelle sans véritablement les nommer, parce que l'intelligence émotionnelle, on en parlera qu'en 1993, notamment à travers le premier livre de Daniel Goleman qui s'intitule L'intelligence émotionnelle. Donc il faudra vraiment attendre la fin des années 90 pour parler d'intelligence émotionnelle et donc de compétences. Les émotions à ce moment-là sont des éléments centraux pour un leadership efficace et donc une bonne gestion des émotions sert notamment à inspirer et donc mieux motiver les équipes. La vraie question, c'est comment on fait ? Comment on fait ? On ne nous donne toujours pas la clé pour se dire comment est-ce qu'on place les émotions au centre de son management, de son leadership pour mieux inspirer et motiver. Donc, les émotions à ce stade passent d'un statut de facteur secondaire à celui finalement de compétence clé et c'est plutôt une bonne nouvelle à ce moment-là, même si on ne sait pas trop mettre le doigt sur le comment. Dans les années 2000-2010, on est plutôt sur une intégration systémique des émotions, c'est-à-dire au sein du système global de l'entreprise. On est plutôt sur un contexte dans lequel le management et le comportement organisationnel influent sur les résultats. Notamment, on le voit aussi à travers justement France Télécom 2008, qui a été un vrai tsunami, un raz-de-marée à ce moment-là. Ce qui veut dire que l'intelligence émotionnelle passe du papier à quelque chose de largement adopté, mais non appliqué, en fait, finalement. Les pratiques de management, dans certaines formations, évoluent seulement à partir de 2013, au sens de la théorie. Ce qui veut dire que 2013, on est en 2025, il faut attendre 2014 pour voir la QVT apparaître. Enfin voilà, la place des émotions à ce moment-là, elle est reconnue comme essentielle, il n'y a pas de débat. Pour la performance, le bien-être, la gestion des équipes, il n'y a pas de débat. Elles sont intégrées dans les modèles de gestion RH, des talents, de communication et de résolution de problèmes. Mais là où on était passé d'un mode de management il faut, tu dois, dans les années 50-70, à un mode de management dans les années 80-90, pourquoi donne-moi du sens, pourquoi dans le nous, pourquoi est-ce qu'on va faire ça pour toi, en termes d'inspiration de leadership. Eh bien, dans les années 2000-2010, on passe à un « oui, mais ». Ouais, mais moi, ça me plaît pas. Ouais, mais moi, j'ai pas envie. Et moi, là-dedans. Dans les années 2010-2020, on évolue, vraiment. Et je dirais que, et de toute façon, je le répéterai jamais assez, 2020-2030, on est dans un vrai virage managérial. 2010-2020, on va vers un management émotionnellement intelligent en commençant à mettre le doigt sur comment. Et là, ça devient intéressant. Ça met du temps, Vous voyez que vraiment, on a 8 trains de retard par rapport à ça. Mais c'est pas grave, on va prendre le train en marche et puis on va s'outiller. Le contexte 2010-2020, énormément de défis. La diversité culturelle, le télétravail, la gestion du stress, le bien-être émotionnel des employés, avec tout un tas de lois qui obligent finalement les entreprises, puisqu'elles ne l'ont pas fait avant. Ce sont des indicateurs clés en fait de la santé organisationnelle. Les managers à ce moment-là doivent mieux répondre aux besoins des équipes. Ce qui veut dire que les émotions sont désormais au cœur des pratiques managériales modernes. Le bien-être est devenu un facteur clé. Les managers sont formés à développer leurs compétences émotionnelles si tant est qu'ils y aillent, en fait. Et c'est là où la limite est. C'est-à-dire que les nouveaux managers ont plutôt les outils en théorie en main, reste à savoir comment ils l'appliquent, et pour les plus anciens, il reste à aller chercher la connaissance et la compétence. Et on est vraiment dans cette transition-là, 2020-2030, dans laquelle, si on ne bascule pas vers une stabilité, un rééquilibrage en fait des compétences, on va se retrouver avec deux mondes divisés, les pour, les contre, les pros, les anti, tout ce que vous voulez, en tout cas avec des organisations à deux vitesses. Et ça, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite, ce que je souhaite à n'importe quel encore plus TPE, PME, parce que plus on est une petite équipe, plus ça devient stratégique.
Parce qu'aujourd'hui, on est face à des générations qui se disent ok, ouais, c'est si je veux, quoi, si je suis bien dans tous les cas, quoi. Et donc, si on est face à une telle résistance, eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, bah ouais, l'homme moderne est un singe en chaussures. C'est une citation que j'aime bien, mais il n'est plus à ignorer, en fait, le lien entre la performance, le niveau de stress et le bien-être des employés. Donc quand je vous ai parlé du mode de fonctionnement tout à l'heure, humain, plus de l'évolution des mentalités, ça nous amène au dernier point qui fera le pont véritablement avec l'épisode suivant de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? Parce qu'il faut quand même la nommer avant qu'on se quitte à la fin de cet épisode, et je vais vraiment dédier l'épisode suivant, restez bien connectés, à la description des 15 compétences qui ont été identifiées par le Centre de l'intelligence émotionnelle de Paris pour pouvoir développer les compétences des futurs leaders, alors déjà actuels, passé, présent, futur leaders, en termes de compétences managériales. L'intelligence émotionnelle, encore une fois, on va fonctionner en termes de roues. Il y a 5 grandes familles de compétences à développer. Pour vous donner les 5 grandes familles, je vais profiter de ça pour vous donner la définition complète. L'intelligence émotionnelle, déjà, il faut bien comprendre que ce sont des aptitudes, des compétences socio-émotionnelles. Quand on comprend ça, on comprend qu'il y a un point de départ qu'on va savoir mesurer, c'est-à-dire quel est sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau sur telle ou telle compétence. Alors même si ça ne se mesure pas sur 1 à 10, mais pour bien vous imaginer ça, ça va donner ça. Et ces aptitudes socio-émotionnelles vont servir à la fois la performance et le bien-être. Donc quand on se dit ça, on se dit comment on fait. L'intelligence émotionnelle, c'est l'ensemble des aptitudes socio-émotionnelles qui vont vous permettre en 1, de mieux percevoir la manière dont vous fonctionnez pour en 2, vous exprimer de manière bien évidemment constructive. Tout ça pour maintenir et développer en 3 des relations humaines mutuellement satisfaisantes, maintenir et développer des relations humaines saines, pour en 4, ensuite être capable de prendre des décisions éclairées. Des décisions éclairées, ce sont des décisions vis-à-vis desquelles vous ne subissez pas votre état émotionnel, votre état interne. C'est des décisions qui sont véritablement prises en toute intelligence. Et enfin, pour en 5, mieux faire face aux difficultés, et donc là on fait appel à la fameuse gestion du stress. Alors, il est fréquent que je forme en fait des personnes autour de la gestion du stress, et j'aime bien démarrer les formations comme ça, quand on passe 1 ou 2 journées ensemble, pour leur dire que quand on parle de gestion du stress, formation en gestion du stress, et bien souvent on démarre de la fin, donc il est peut-être déjà trop tard. Mais bon, c'est pas grave, si on est là, c'est pour pouvoir en parler et pour pouvoir repartir sur des bases saines. Donc ça, en général, ça en secoue quelques-uns dès les premiers instants, mais au moins ça remet les choses en place et puis on peut se dire pourquoi est-ce qu'on démarre à l'envers alors que moi je suis venue vraiment ici pour apprendre à mieux gérer mon stress. Donc c'est ça en fait qui est intéressant de comprendre, c'est que la gestion du stress, ça se passe à la fin. On ne peut pas commencer par faire face aux difficultés sans comprendre la source, l'origine, d'où ça vient dans son mode de fonctionnement. Donc c'est ce que je vais vous inviter à explorer dans le prochain épisode. Je vais mêler la compréhension des personnalités ProcessCom, la façon dont elles vivent les choses sur un plan émotionnel, et pour vous donner des clés de compréhension à travers les 15 compétences à reconnaître autour de la définition de l'intelligence émotionnelle qui est vraiment la compétence clé à développer sur cette décennie 2020-2030. C'est un incontournable et c'est une nécessité absolue pour les organisations, pour les directions, les dirigeants, les organisations, tout comme les employés bien évidemment. Et donc, chose promise, chose due, je vais vous parler ici de l'outil incontournable que j'utilise au moins 1 fois par an, voire 2 avec la plupart de mes clients pour pouvoir faire le point sur là où ils en sont. J'ai bien nommé le bilan. Alors, c'est pas le bilan comptable, c'est pas le bilan finalement qui figure sur des chiffres, c'est le bilan humain.
Il est essentiel de pouvoir se retourner, de faire le point sur son activité, de faire le point sur ce qui vous anime, de faire le point sur après quoi vous courez. Quel est ce lièvre que vous êtes en train de courir? Quel est ce rythme effréné que vous tenez? Mais à quoi bon? À quoi ça sert? Il est essentiel de pouvoir réaligner cette notion-là avec vos objectifs. Donc quand finalement vous vous fixez des objectifs en début d'année pour objectiver votre année, très bien, vous avez finalement cette stratégie qui va pouvoir tenir votre année. Mais à quelle fréquence est-ce que vous y revenez? À quelle fréquence vous identifiez les étapes par lesquelles vous êtes passé, les actions que vous avez mises en place, les valeurs qui ont soutenu cette période de l'année ou alors qui ont été heurtées pour mieux mettre le doigt sur ce dont vous avez besoin, les limites qui ont été posées ou non à certains moments et comment rééquilibrer la suite. Ce bilan est essentiel pour pouvoir retracer un petit peu quelles sont les meilleures façons pour vous d'atteindre vos objectifs, comment vous organiser de manière optimale et pour pouvoir réajuster en fait le tir, ne pas vous brûler les ailes, faire en sorte que ce que vous vivez soit toujours aligné avec vos aspirations de vie. À quoi bon vivre une vie que l'on subit, qui nous fait défaut, dans laquelle on ne prend pas plaisir? C'est vraiment ça qui m'anime au quotidien, c'est de faire en sorte que chacun soit à sa juste place, au bon niveau d'épanouissement et avec l'environnement en fait qu'il s'est construit en conscience. Et c'est véritablement possible de le faire. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce bilan, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, à me faire un petit tag sur LinkedIn, pourquoi pas. Et puis je me ferai une joie de pouvoir développer sur un épisode complet, si vous le souhaitez, cette notion de bilan. Ce qu'il y a donc à retenir dans cet épisode, c'est que les émotions font partie intégrante de vos décisions au quotidien. Si vous souhaitez obtenir votre profil ProcessCom, votre profil en intelligence émotionnelle, vous savez où me trouver. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire de ce podcast, ça aide grandement à le faire connaître et à le développer. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, eh bien contactez-moi, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.